Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel. Qui comprend son fascicule de présentation. Son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes. Son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes. Son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 13. Des modèles économiques stratégiques. Un modèle économique étatique. Pour une solidarité nationale, payer sa part d'impôt, c'est la seule façon de contribuer à faire fonctionner les services publics d'un État. Les services publics sont l'ensemble des prérogatives d'un pays permettant de le faire bien fonctionner. Ce sont généralement les seuls moyens d'organisation pour la bonne marche de la société humaine. Ils sont assurés par l'État lui-même parce que jugés non rentables pour des entreprises privées. Le premier problème qui est alors posé est celui de l'équité de tous les citoyens, au regard de cette charge financière qui leur incombe. Le second problème est que, tous ceux qui le peuvent, se soustraient de leurs devoirs de citoyens. Oui, mais qui? Les entreprises multinationales, qu'elles soient originaires du pays ou pas. Elles ont elles-mêmes créé la mondialisation pour pouvoir se soustraire à la fiscalité de chacun des États où elles prospèrent. Elles ont des cabinets d'avocats, véritables plateformes de recherche des paradis fiscaux, spécialisées dans les évasions fiscales. Ces cabinets leur auraient permis de ne plus payer aucun impôt depuis plusieurs décennies. Pendant ce temps, les moyennes et petites entreprises sont fortement taxées, sans possibilité de se soustraire à leurs charges. Un déséquilibre permanent s'est ainsi installé, contraignant les différents petits acteurs économiques à céder leur part de marché aux multinationales et à arrêter leurs activités. Ces multinationales ne participent pas à l'organisation d'aucun pays, tout en bénéficiant des avantages des infrastructures réalisées et entretenues, entièrement laissées à la charge des citoyens imposés. Ces entreprises mondiales vendent leur production dans tous les pays. Elles engendrent des bénéfices irrationnels et ne paient jamais aucun impôt nulle part. Comment fonctionnent-elles pour pouvoir procéder ainsi? Leurs cabinets d'avocats sont là pour effectuer tous les montages financiers qu'elles ont elles-mêmes mis en place, avec l'aide de certains États peu scrupuleux. Ceux-ci accueillent soit leur masse monétaire colossale, soit leur siège social en résidence fictive, soit les deux afin de pouvoir mieux tricher. Ainsi, un seul immeuble d'un étage peut abriter, à lui seul, plus de 280 000 sociétés.
Il s'agit, en réalité, d'un cabinet d'avocats chargé d'enregistrer les statuts de ces entreprises dans un pays qui ne fait pas payer d'impôts. C'est aussi simple que cela. C'est surtout une des plus grandes organisations d'escroquerie fiscale, comme il en existe plusieurs centaines au monde. Elles organisent des montages fiscaux. Ces pays, qu'on appelle des paradis fiscaux, seraient plus de 60 sur la planète. Ils sont des systèmes extrêmement préjudiciables envers tous les citoyens. Envers tous ces citoyens qui sont contraints de supporter les charges de fonctionnement de leur pays, à la place de ces sociétés malhonnêtes, et ce, sans équité possible. Cependant, il n'y a pas que cette façon de détourner la fiscalité. C'est aussi la porte ouverte à toutes les organisations mafieuses qui peuvent de cette manière blanchir d'énormes fortunes, dont les origines sont le grand banditisme avec toutes leurs actions criminelles qui s'ensuivent. Il y aurait aussi des centres de recherche sur les flux financiers les plus rentables. Ils appellent cela de l'optimisation fiscale. Tous ces personnages accumulent d'énormes masses monétaires qui sont souvent supérieures au volume financier des États. On les appelle des centres financiers offshore, ou des paradis prudentiels, ou encore des paradis bancaires. Ils sont en constante évolution, afin de pouvoir s'adapter à d'éventuelles exigences, qui n'auraient pas été évaluées. Ils offrent d'abord une totale liberté de circulation des capitaux internationaux, un secret bancaire parfait, un enregistrement facile et rapide des sièges des entreprises et une absence de toute taxation. Ces organisations attirent les entreprises, mais aussi les particuliers fortunés, tels les artistes, les sportifs, etc. Évidemment, les organisations criminelles, la contrebande, la prostitution, les trafics d'êtres humains, les trafics d'organes, les contrefaçons, les trafics de drogue, y participent aussi dans la plus grande discrétion. Par exemple, des masses volumineuses d'argent, issues de la vente de la drogue en Colombie, sont d'abord blanchies aux Bahamas. Puis elles transitent par l'Allemagne et Monaco. Elles sont ensuite virées vers des comptes de société en Suisse et au Luxembourg, pour être ultérieurement virées sur des comptes à pseudonyme en Autriche. Elles sont finalement réinvesties en Colombie par des sociétés de droits européens et contrôlées par les cartels de la drogue. Les mécanismes de blanchiment sont parfaitement authentifiés. Seulement, les montants faramineux de ces criminels organisés ne le sont pas du tout, de source officielle. Le nombre de ces malfaiteurs ne peut, lui aussi, n'être qu'évalué. Il dépasserait les 10 millions d'individus. L'évasion fiscale des particuliers surfortunés est également considérable. Les écritures comptables passent d'un compte à un autre, dans l'opacité la plus totale, en trichant et en fraudant. À titre d'exemple, 60 milliards d'euros sont ainsi détournés de France, chaque année. Ces hauts responsables sont évidemment très influents dans les sphères chargées de prendre les décisions. Ils savent aussi comment faire pression, sur qui et comment faire taire les indiscrétions. Ce sont eux en fait qui décident des choix devant être pris, pour leurs propres intérêts bien sûr. Ce sont tous ces systèmes financiers crapuleux qui dirigent notre société humaine. Aucun État démocratique n'est en mesure de résister à leur influence. Les politiciens ne sont que leurs hommes de main. Ce sont les riches et les banquiers, toujours plus riches et toujours plus influents, qui décident sans partage. On appelle cela des conflits d'intérêts. Ils ont aussi appelé cette démarche la globalisation des échanges financiers. Tous ceux, témoins de toutes ces supercheries et des actions frauduleuses, qui chercheraient à parler de tels sujets, seraient vite réduits au silence, d'une façon ou d'une autre. Les systèmes judiciaires des pays ne sont pas très prompts à y regarder de plus près. Les systèmes fiscaux de ces mêmes pays n'apparaissent pas non plus particulièrement courageux à chercher à comprendre ni à sanctionner les méthodes. La corruption serait-elle donc partout? Ces tricheurs professionnels, que sont certains cabinets d'avocats, font perdre tous les moyens d'organisation à la société humaine. Tous les pays connaîtront prochainement la faillite de leurs États respectifs. Ces États ne pourront plus fonctionner selon leur rôle. Ils ne pourront plus financer les services publics, les infrastructures, la scolarité, la santé, etc. Ce sont les fraudeurs qui décideront.
Ils plongeront les États dans la récession économique et créeront le chômage de masse. Ils menaceront aussi la stabilité et l'architecture des États. Ils laisseront, tout simplement, la dette s'accumuler sur les États, à la charge des générations futures. Pendant ce temps, les personnels chargés de réaliser ces montages illicites sont très largement récompensés pour leurs compétences, leur efficience et pour leur dynamisme. Aucune mesure n'a encore été prise, en dehors des gesticulations des gouvernants politiques, parfaitement incapables à établir un ordre en la matière, quand bien même ils le souhaiteraient. Les tentatives correspondent plus à des stratégies de communication qu'à une réelle volonté de changer quoi que ce soit. Trop d'acteurs divers tireraient profit de tous ces mécanismes si bien organisés. Des organes décisionnels économiques. Quels sont les organes décisionnels de la société humaine? Plusieurs organisations, dont le fonctionnement reste très obscur, apparaissent agir en dehors des lois et des règles qui régissent les pays en particulier et notre société humaine en général. Leurs membres, qui ne seraient pas tous répertoriés, agiraient dans l'ombre. Ces corpuscules seraient répartis dans tous les pays et pourraient même s'être regroupés en un organisme décisionnel unique. Ils seraient les principaux responsables occupant les plus hautes fonctions, et qui seraient les plus influents à l'intérieur des gouvernements, des religions, des grands groupes économiques, de l'éducation, des systèmes diversifiés de l'information, du milieu médical dans sa globalité, de la recherche, de l'armée, du système bancaire, ainsi que des organismes caritatifs. Une démocratisation de façade serait organisée pour les peuples, pendant que le pouvoir réel serait dirigé par des corpuscules. Les votants ne désigneraient de ce fait aucun des responsables. Les choix ayant été déterminés, bien à l'avance, par les décideurs qui désignent les candidats. Les moyens d'information n'auraient plus d'autre alternative que celui d'un lavage des cerveaux. L'unique but de ce système mafieux secret serait de s'emparer du contrôle total de l'ensemble des peuples de tous les pays et sur tous les continents. De s'emparer aussi de leurs ressources et de leurs systèmes économiques. Cette organisation, telle qu'elle apparaît, représente la menace la plus absolue à l'encontre des libertés individuelles et collectives. Cela aurait plus exactement pour signification que les libertés deviendront totalement inexistantes. Il s'agirait bien alors d'une société occulte, possédant les systèmes de renseignements et de contrôle les plus puissants qui n'aient jamais existé. Ce qui apparaît plus grave encore, c'est que cette organisation contrôlerait également toutes les armes de destruction massive disséminées sur notre planète. On comprend mieux leur souci permanent de les répertorier. Aux stratèges de l'ombre partageraient la même vision de globalité pour toute la planète, mais surtout pour leur propre centre d'intérêt. Ils organiseraient la mise à sac des environnements afin de rendre les populations plus vulnérables. Ils organiseraient le chômage de masse afin de pouvoir mieux réglementer le pouvoir des exploitants économiques. L'urbanisation à outrance permettrait de parfaitement contrôler les populations. Ce serait une mise sous séquestre de la conscience individuelle par un bouleversement des valeurs et des comportements. Après l'ère des tribus, celle des empires et des royaumes, celle des États-nations, voici venue l'ère des conglomérats économiques. Leur pouvoir n'est plus ni représentatif ni électif. Il est, de plus, sans localisation géographique. Le nouveau pouvoir sera exercé par ceux qui contrôlent les banques, les productions, la technologie, l'énergie et l'information. Ce pouvoir global n'aura ni alternative ni échappatoire. Il constituera une nouvelle civilisation. Ces communautés secrètes unies fonctionneraient selon le principe bien connu d'adeptes soigneusement choisis, possédant des renseignements connus d'eux seuls. Ils sont mis au secret absolu, avec interdiction totale d'une divulgation quelconque de leur savoir. Le sort de ces personnes étant lui-même scellé par leur propre serment d'engagement. Ces adeptes sont, bien évidemment, endoctrinés par chaque communauté, afin qu'ils accomplissent les tâches qui leur sont dévolues. Ils ont la certitude de l'efficience de leurs activités. Il s'agit tout simplement de l'organisation d'un gouvernement détenant tous les pouvoirs de la planète sur tous les individus de cette planète. Par leurs actions de corruption à grande échelle, ils nomment et dirigent tous les secteurs de responsabilité des États.
soit par infiltration dans les services secrets, soit par l'action directe de leurs représentants déjà en poste. Les sujets utilisés, pour une corruption volontaire ou déguisée, sont souvent féminins et prêts à tous les sacrifices. Les assassinats sont aussi très radicalement utilisés, pour décapiter les zones de résistance ou d'influence incontrôlables. L'anéantissement du bloc soviétique, qui représentait certainement un obstacle à leurs prétentions, pourrait être un des exemples prépondérants des résultats de leurs actions. Les nouveaux services de renseignement de la Russie, qui ont remplacé l'ex-KGB Organisation de renseignement civil et du GRU Organisation de renseignement militaire, seraient maintenant parfaitement infiltrés par cette organisation hors norme. Les plus grands systèmes organisationnels religieux sont également, maintenant, placés sous leur contrôle. Les communautés religieuses représentent en effet les moyens de propagande les plus efficaces auprès des populations. Il ne faut pas oublier que les conférences ou les écrits émanant des plus hauts responsables de ces congrégations religieuses sont considérés, par leurs adeptes, comme des vérités divines. L'influence de l'organisation globale est donc primordiale. N'oublions pas que cette organisation est influente partout, y compris dans les tribunaux judiciaires chargés d'examiner des preuves éventuelles établies à l'encontre de conspirateurs, convaincus d'actions meurtrières ou envers de très hauts responsables. De nombreux procès seraient ainsi demeurés, sans suite. Les hauts dignitaires sont souvent remplacés par des acteurs de l'ombre, qui ont fait leurs preuves auprès des principaux responsables de cette organisation obscure. Les gouvernements, qui se montreraient encore hostiles ou réticents à suivre les directives, seraient rapidement ramenés à la raison. Les manipulations politiques sont un de leurs moyens d'action. Les sabotages en tout genre font également partie de leur arsenal d'action pour pouvoir neutraliser des centres opérationnels ou économiques. Pourquoi utiliser un tel chaos planétaire ? Pour pouvoir contrôler parfaitement l'action globale, dans tous les secteurs fonctionnels de l'humanité. La monnaie, par le contrôle des banques et des réserves monétaires des États. L'énergie, avec le contrôle de ses modèles d'exploitation, la nourriture en contrôlant également les productions agricoles et les ressources en eau. La santé, par le contrôle des industries pharmaceutiques, des écoles de médecine et ses secteurs de recherche. L'endoctrinement, par le contrôle des systèmes éducatifs et de la diffusion des informations. La dissidence, par le contrôle des actes de révolte et la surveillance de tous les autres corpuscules pouvant représenter un danger à l'action globale. Un ancien haut responsable des affaires étrangères d'Amérique du Nord aurait déclaré « Celui qui contrôle les réserves de nourriture, contrôle les personnes, celui qui contrôle l'énergie, contrôle les continents, celui qui contrôle l'argent, contrôle les États. » Autrement dit, celui qui contrôle ces 3 points contrôle la globalité des actions susceptibles d'être entreprises, il dirige l'humanité. Il peut donc emmener l'humanité dans la direction qu'il souhaite, y compris dans celle de son anéantissement. Il apparaît, en effet, que de très gros stocks d'armes seraient actuellement cachés dans des lieux stratégiques, prêts à être utilisés le moment opportun. Des commandos militaires seraient spécialement surentraînés au terrorisme et seraient prêts à passer à des actions de destruction, notamment pour la destruction de cibles particulières, placées sous haute protection. Ils disposeraient d'un armement nucléaire, chimique, biologique ainsi que d'autres armes non répertoriées, en particulier des valises nucléaires, dont les facultés de destruction seraient absolument effrayantes. Par leur faible volume et leur multiplicité, cette pieuvre tentaculaire serait prête à agir. Cette organisation a pour nom le Nouvel Ordre mondial. Il convient de comprendre que rien ne peut se produire par hasard, tout étant organisé vers une programmation des êtres humains. L'organisation de la société humaine se divise en 3 parties. Un petit nombre qui dirige, un groupe qui veille à la bonne exécution des tâches et la majorité qui subit sans jamais rien comprendre à ce qui se passe. Le départ du nouvel ordre mondial serait déjà donné, il reste seulement à connaître s'il sera érigé par la force ou par le consentement. Ses dirigeants des marchés financiers jouent un rôle fondamental dans les équilibres budgétaires des États. Par exemple, les agences de notation, mais pas seulement elles, peuvent être un élément déclencheur de déstabilisation des États.
Il est démontré que les fonds spéculatifs peuvent, eux aussi, par leur prise de décision, déclencher des crises économiques au sein des États. Les spéculateurs sont en fait les éléments déclencheurs de ces crises économiques. Ainsi, des spéculateurs américains et anglais, de manière concertée, ont un jour décidé d'attaquer l'euro. L'attaque d'un des pays européens, même le plus petit, peut provoquer une panique auprès des marchés financiers, engendrant, par voie de conséquence, un effet domino qui fragilise les autres pays de la zone euro. Il s'agit, en fait, d'un système de contamination, bien connu par les agents économiques. Ce sont donc des spéculateurs, qui pour s'enrichir d'abord, mais aussi pour provoquer volontairement une crise économique ensuite, seraient à l'origine des crises financières, d'une façon générale. Le mode de fonctionnement des spéculateurs est de provoquer des dysfonctionnements dans les marchés financiers, en achetant à très bas prix les actions dont ils ont provoqué la chute, pour ensuite pouvoir revendre ces mêmes actions, dès qu'ils les auront fait remonter au plus haut de leur cours. C'est donc par la spéculation sur l'effondrement des marchés financiers que les spéculateurs s'enrichissent et provoquent des crises économiques sur les zones géopolitiques qu'ils entendent attaquer. Ces fonds spéculatifs, anglais et américains, en majorité ont une maîtrise parfaite de cette arme spéculative. Ils ont ainsi créé des mouvements spéculatifs sur la dette grecque d'abord, puis sur les autres pays de la zone euro ensuite et engendré, de cette façon, des paniques boursières. C'est par la création de paniques boursières, sur la dette des États, que se met en place leur stratégie. Des stratégies qui permettent tout simplement de couler l'économie des pays visés. Quels sont alors les mécanismes qui se mettent en place? Ce sont d'abord les taux d'intérêt accordés aux États qui grimpent à des niveaux devenant ingérables. Les pays endettés ne peuvent plus faire face à leurs créances, ils sont alors déclarés en faillite, par voie de conséquence. Dès que l'obligation souveraine chute, le taux d'intérêt monte en proportion. Le pays ainsi visé se retrouve éjecté, de fait, des marchés de capitaux. Il ne lui est plus possible d'emprunter de l'argent pour continuer à faire tourner son économie. Il suffit ensuite de mettre en marge un pays, par l'intermédiaire des fonds spéculatifs, pour créer une faillite. L'effet en cascade provoquant la panique chez les autres investisseurs, comme des fonds de pension, qui réagissent immédiatement aux effets provoqués. Le but est bien de déstabiliser le pays ainsi visé. Le pays atteint est alors contraint à se mettre en défaut de paiement et à sortir du marché des capitaux. Il peut, bien sûr, y avoir plusieurs pays dans la ligne de mire. Donc, tout pays, dont la dette est cotée sur le marché de la dette internationale, est extrêmement vulnérable aux attaques des financiers, qui, eux, sont sans scrupules et sans réglementation. Les produits dérivés, utilisés par les spéculateurs financiers apparaissent hors d'atteinte possible. Il s'agit donc là d'une dérive de la finance mondiale, totalement globalisée et indépendante. On assiste ainsi à une attaque économique de la part de la Grande-Bretagne et des États-Unis contre les pays de la zone euro. C'est en réalité d'une guerre mondiale financière qu'il s'agit. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que l'Angleterre et les États-Unis sont en totale faillite économique qu'ils ont orchestré cette stratégie. C'est cette stratégie qui a permis à la dette américaine et anglaise de pouvoir se fournir en capitaux, quasiment gratuits, jusqu'à maintenant. Bien évidemment, un tel fonctionnement n'est permis que par la coopération des moyens d'information qui relaient les transactions des spéculateurs financiers, par des articles mensongers et donc déstabilisants, envers les pays attaqués. Un matraquage systématique et permanent est orchestré, afin de désorienter les acteurs financiers mondiaux. Il y a ainsi une manipulation totale et outrancière, non seulement contre les États, mais également contre leurs banques et par voie de conséquence à l'encontre de leur population. Toutefois, la réussite de cette guerre mondiale économique n'a pas pu être totale. C'est peut-être grâce à la Chine. À cause de l'achat massif de la monnaie européenne par les investisseurs chinois, l'euro a pu se maintenir à son niveau et rester une monnaie forte. La Banque centrale chinoise est actuellement la plus puissante au monde et elle contrarie fortement les spéculateurs internationaux. C'est elle qui, dorénavant, régit les taux d'intérêt internationaux.
C'est parce qu'il a été extrêmement difficile aux États de comprendre ce qui se passe sur le marché de la dette, que les marchés des produits dérivés ont interagi sur les marchés de la dette souveraine. Il s'agit de considérer que ce marché est particulièrement opaque et non réglementé. Il décide du sort de la dette souveraine des pays. Quelques fonds spéculatifs suffisent à faire écrouler la vie économique et sociale d'un État. Ils ont provoqué une récession aux conséquences gravissimes pour les habitants qui ont ainsi été pris en otage. Une politique d'austérité monstrueuse a été appliquée à ces États pour qu'ils soient contraints d'assainir leurs comptes publics. Cela a abouti à une récession économique totalement injustifiée. C'est bien, en fait, le choix de la politique globale d'une aristocratie financière qui crée la répartition des richesses des pays à leur seul profit. La conséquence en est un appauvrissement toujours plus violent, au quotidien, pour les couches populaires les plus vulnérables de ces États. Il s'agit là, évidemment, des agissements d'une élite de la finance oligarchique, qui manœuvre et décide en coulisses. Ce sont des stratégies spéculatives concertées et volontaristes qui sont déployées. Cette finance sauvage et délinquante est devenue un pouvoir incontrôlable par les États, largement supérieur au pouvoir de la défense des États-Unis. En conséquence, les lobbies financiers sont devenus tellement puissants que plus rien ne peut arrêter leur action ni leurs débordements intolérables. Ils sont une organisation pouvant établir un climat de terreur permanent, en se substituant à tout système démocratique. Les représentants politiques sont ensuite désignés par cette organisation et obéissent à leurs injonctions. Les modèles démocratiques ne survivront pas à cette organisation financière tentaculaire. C'est tout simplement un marché d'escrocs particulièrement féroce qui dirige les économies des pays et décide de leur avenir économique. C'est la nouvelle aristocratie dominante et gouvernante des États. Un autre instrument de la spéculation financière est celui de l'évasion fiscale. C'est évidemment un produit économique réservé aux acteurs financiers les plus riches. Ils utilisent, pour ce faire, un instrument technique appelé trust discrétionnaire et irrévocable, également mis au point par les spéculateurs anglais et américains. Cet instrument se situe au-dessus des lois des pays, il devient le trou noir du capitalisme. Tels sont les modes opératoires des escrocs capitalistes actuels. Un pouvoir bancaire qui est, dans les faits, une alliance de banquiers centraux et détermine les taux d'intérêt applicables, décidant ainsi du sort des États et de celui de leur peuple. Ce sont là les résultats des manigances d'un pouvoir opaque, utilisant toutes ses capacités de corruption pour parvenir à ses fins. Avoir ainsi laissé la maîtrise de la monnaie à une entreprise privée, devenue aussi puissante, est une folie dont les conséquences sont à peine décelables, mais dont les répercussions seront irréversibles pour le genre humain. Il serait dans la logique régalienne des États de pouvoir recréer leur monnaie pour faciliter les échanges des biens et des services. C'est pour cette raison que la monnaie a été créée à l'origine. Le mécanisme de la création monétaire, dans sa généralité, c'est du crédit. Dans ce mécanisme, il est important de savoir que c'est la banque qui crée la monnaie qu'elle vous prête par votre emprunt. Elle est ensuite censée la détruire lorsque vous avez remboursé votre emprunt. Il convient de comprendre que l'État est un organisme mis en œuvre pour la sauvegarde des individus qu'il représente, afin de les protéger des oppresseurs éventuels. Les acteurs politiques sont donc élus, dans les pays démocratiques, ou qu'il convient encore d'appeler ainsi, par rapport aux États totalitaires, pour représenter le peuple et subvenir à sa sécurité. À condition, bien sûr, de ne pas perdre le contrôle des représentants politiques et des acteurs économiques. La Banque centrale, de ce fait, est une institution publique au service de l'État et, par voie de conséquence, au service des individus. Dans ce modèle, le remboursement par l'État se fait sans aucun intérêt sur le montant de la dette contractée. Or, toutes les difficultés actuelles résident dans l'abandon, malheureusement, de cette faculté d'emprunt, auprès d'une banque d'État, au profit des investisseurs privés, c'est-à-dire auprès des marchés financiers, donc auprès d'individus, immensément riches, contre le paiement d'intérêts. Cette situation a été permise, en ce qui concerne la France, par la traîtrise de ses représentants, au plus haut sommet de l'État français. Elle a eu pour conséquence de provoquer,
par ce seul fait, un asservissement total de l'État auprès des services financiers. L'État français, mais pas seulement lui, a donc ainsi été privé de sa création monétaire. C'est la première conséquence de l'endettement, dès l'instant où un État est absolument obligé d'entreprendre et de financer, donc de créer de l'emprunt. Il suffit ensuite, pour faire entrer un État dans l'engrenage de sa dépendance auprès des marchés financiers, de le contraindre à dépenser toujours plus qu'il ne gagne, afin de l'installer dans un système pervers de dépendance dont il ne peut plus s'extraire. Les élus, responsables politiques, en votant des budgets en déséquilibre, année après année, ont installé leur pays dans un carcan. Ils savent aussi qu'il ne pourra plus s'en extraire, en raison du volume considérable de la dette ainsi obtenue et devenue totalement impossible à rembourser. Ces mêmes élus prétendent que cela s'est produit par négligence, clientélisme, laisser-aller. Ces arguments ne sont pas recevables, ces responsables savent très bien où ils s'engagent et où ils engagent leur pays, lors de la prise de leurs décisions. Les prêteurs savent aussi, pertinemment que le capital ainsi emprunté ne sera jamais remboursé. Leur seule préoccupation, que les contribuables puissent continuer à rembourser les intérêts du capital emprunté, continuellement gonflé, d'année en année. C'est le remboursement de l'intérêt qui permet au système capitaliste de vivre sur le dos des assujettis. Cela nous amène à reconsidérer la légitimité des élus. Mais pas seulement, nous devons aussi reconsidérer la légitimité des institutions et des constitutions et tout particulièrement de l'inconstitutionnalité de la Constitution européenne, imposée de force et qui maintient bien évidemment ce carcan, une impossibilité des États d'emprunter auprès de leur banque centrale. C'est très précisément l'article 123 de la Constitution européenne qui asservit les États au marché financier. Les représentants des États n'ont pas de solution pour mettre fin à ce sabordage économique des États, tant que cet article fait force de loi. Il ne faut pas considérer que c'est le résultat d'un appauvrissement des institutions régaliennes, ni de celui du pouvoir politique. Mais il convient de prendre en considération qu'il s'agit bien, cependant, du résultat de la traîtrise des dirigeants situés au plus haut sommet des États. Les pouvoirs publics restent cependant très puissants. Mais ils ne sont pas et ne l'ont d'ailleurs jamais été, au service de l'intérêt général. Le pouvoir est entre les mains d'un groupe de personnes qui utilisent les institutions, puisque ce sont elles qui les créent, pour établir leurs privilèges et aussi les renforcer en permanence. C'est, en fait, le système de désignation des gouvernants qui est établi selon la volonté des dignitaires économiques. Les élections démocratiques n'existent pas, elles ne sont qu'un leurre. Le suffrage universel est un piège qui permet d'élire des responsables, déjà désignés par avance et mis en place par le système économique. L'élite économique décide pour ses seuls avantages, bien évidemment. Notre système est en fait une monarchie autocratique et oligarchique qui cumule tous les pouvoirs. Ce système est établi sans contre-pouvoir, sans garde-fou. Il aboutit immanquablement à la mise sous esclavage des populations. Il faut bien comprendre qu'un pouvoir ne s'octroiera jamais de limite si on le laisse agir en toute impunité. Cela ne peut pas être lui qui puisse s'autoréguler, il ne fait que s'autogérer. Le rôle d'une constitution représentée par un texte est logiquement placé au-dessus du pouvoir ou des pouvoirs, des gouvernants représentatifs. Les pouvoirs peuvent être utiles tant qu'ils sont au service de l'ensemble de la communauté humaine. Ils deviennent hyper dangereux dès l'instant où ils peuvent absolument tout décider, sans restriction ni contrôle. Seule, une constitution, légitimement établie, peut réguler les pouvoirs et les contrôler. Encore faut-il que ce ne soient pas les pouvoirs eux-mêmes qui rédigent cette constitution. L'absurdité devient totale lorsque c'est effectivement le cas. Il faut comprendre que la constitution actuelle est la reconnaissance de l'abandon des droits des citoyens. Il n'y a évidemment rien de démocratique à élire les décideurs qui eux-mêmes ont été désignés par un pouvoir occulte, il s'agit là d'une plutocratie, c'est-à-dire un pouvoir des riches. La démocratie doit être au service de l'ensemble de la société humaine et non au service d'une minorité de cette société. Chacun doit avoir la prérogative de l'élection des règles qui régissent la société et que chacun a ensuite le devoir de respecter.
Il nous faut bien comprendre que nous sommes issus d'un système féodal, puis aristocratique, qui nous a conduits à un système plutocratique, et que notre mode d'élection ne nous permet pas d'en sortir. Les dirigeants de nos pays, appelés démocratiques, sont tout simplement les banques. Ce sont elles qui détiennent le pouvoir économique des États qu'elles représentent. Ce sont les banques, mais surtout les banques privées qui dirigent nos gouvernants. Les dirigeants sont à leur solde et ce sont elles qui désignent les moyens d'action à entreprendre. Il n'y a donc absolument rien de démocratique dans ce système de gouvernance. Il est, maintenant, assez facile de comprendre que les élus ne sont pas là pour servir les intérêts d'une nation et de ses habitants, mais qu'ils servent uniquement les intérêts des nantis possédant ces banques privées. Il s'agit, bien évidemment, d'un dogme totalement fallacieux qui organise l'endettement des États. Évidemment, le choix est fait, judicieusement, pour enrichir les plus riches en leur octroyant encore plus de volume monétaire. Le système spéculatif, au lieu d'injecter l'argent dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans le tissu économique des entreprises fait d'échange de biens et de services, injecte des sommes colossales chez les spéculateurs. Comme on peut le voir, l'impuissance des citoyens est programmée par les constitutions. Il est facile de comprendre que, si ce sont ceux qui rédigent les textes, qui sont ensuite chargés de les appliquer, de quelle façon vont-ils les écrire ? Il est bien évident qu'ils vont les rédiger d'abord pour eux, tout en faisant croire qu'ils les ont rédigés pour la collectivité. Cette démarche s'appelle aussi un conflit d'intérêts. Ce n'est pas qu'il y ait un désir de malhonnêteté, a priori, en l'occurrence. Encore qu'on puisse aussi réellement en douter. Cependant, il ne peut pas y avoir, dans ce cas précis, où le rédacteur des textes sera celui qui est en charge de les appliquer, une quelconque volonté de loyauté envers la collectivité. Le référendum d'initiative populaire serait la seule solution d'une démocratie efficiente. Ce n'est pas aux hommes détenant des pouvoirs exorbitants d'écrire les règles du pouvoir, programmant ainsi leur puissance, avec en corollaire obligatoire l'impuissance des administrés. C'est la raison pour laquelle les institutions n'accordent aucun droit aux électeurs que sont les peuples, en dehors de celui d'élire leurs dirigeants, désignés par avance, chargés d'obéir servilement à une minorité de voyous, dont les intérêts sont totalement divergents de l'intérêt général. Constater les conséquences ne suffit pas. Ce qui importe c'est le motif constituant. Il est indispensable que ce ne soient plus les représentants des plus riches qui dictent leurs règles représentés par des oligarques menteurs, tricheurs et voleurs décidant du sort du monde, et la plupart du temps par la corruption. Quelle serait alors la solution pour qu'une constitution puisse établir les règles utiles à la population ? La solution ou plutôt les solutions sont, communales, nationales, continentales, mondiales, elles doivent être les mêmes pour toutes et pour tous. Il est facile de comprendre que pour la logique des décideurs, il convient de supprimer tout ce qui permet de contrôler les acteurs politiques et économiques. Il est aussi facile de comprendre que seuls les contrôles permettent d'éviter les abus de pouvoir et les injustices. Une fédération de communes serait une solution qui permette une prise de décision à partir de la base. C'est ce qui s'appelle le suffrage universel où les textes établissant les règles sont discutés et écrits par la population elle-même. Il n'est plus possible de continuer à utiliser les règles du jeu de ces menteurs tricheurs et voleurs, ils auront toujours une très grande avance sur les gens honnêtes. Cependant, la partie n'est évidemment pas gagnée. Il faut bien comprendre que ce pouvoir obscur, qui détient tous les pouvoirs, dirige tout, actuellement. Il lui sera facile d'anéantir toute tentative, cherchant à se mettre en travers de sa route. Ces oligarques sont convaincus d'avoir en charge le destin de l'humanité. Ils sont convaincus que ce sont eux, qui savent ce que doit devenir cette humanité. L'émancipation de l'humanité ne pourra jamais se faire avec eux. Pour parvenir à contrecarrer leurs pouvoirs absolus, il sera indispensable d'inventer un autre modèle d'organisation de la société avec une structure des échanges, en dehors de leur système monétaire. Mais pour qu'un nouveau système d'organisation sociale puisse fonctionner, il est indispensable de rendre d'abord obsolète le système monétaire d'échange actuel, afin de leur retirer toute possibilité de nuire.
La véritable démocratie ne peut fonctionner que par le tirage au sort des décideurs, révocables dès le moindre manquement à leurs devoirs envers la collectivité. Ceci par opposition au modèle de l'élection actuelle qui est obligatoirement aristocratique. Appeler démocratie un régime d'élus délégués aux pouvoirs illimités est une imposture. Il convient donc, en premier objectif, d'établir une assemblée constituante, décidée et écrite par le peuple. Qu'est-ce qu'une assemblée constituante? Quels sont son rôle et ses principes? Elle doit d'abord déterminer une séparation des pouvoirs, un contrôle total et permanent des actes avec une indispensable possibilité de révocation immédiate des gouvernants désignés, dotés de mandats courts et non renouvelables. Une constitution doit être un texte protecteur pour l'ensemble des administrés. Le pouvoir économique est lui aussi révélateur. La répartition actuelle des richesses réalisées par l'activité humaine est hypergéométrique. La relation est de type exponentiel inverse entre le nombre des individus et la richesse individuelle. Cela signifie que, plus la richesse s'accroît, plus le nombre de personnes à en bénéficier diminue. Ainsi, actuellement, 0,2% de la population se répartit l'essentiel des richesses produites. 10% de la population s'octroie 46% du patrimoine. 50% de la population, la plus faible économiquement, ne possède que 7% du patrimoine global. Seulement 15% de la masse monétaire créée est utilisée pour les échanges quotidiens de biens et de services entre les personnes. Le pouvoir politique, lui, sert les intérêts d'une minorité d'ultra-riches, contre l'intérêt général parce que l'élection permet seulement de choisir parmi des candidats déjà présélectionnés par des partis politiques, lesquels sont sous le contrôle de l'oligarchie économique. Se servir du pouvoir confié par le peuple contre l'intérêt général est un abus de pouvoir. Un régime démocratique devrait, avant toute autre chose, protéger le peuple des abus de pouvoir. Si la Constitution n'organise aucun contre-pouvoir, le peuple n'est pas protégé et la situation ne peut qu'empirer. Une véritable démocratie doit désigner des représentants par tirage au sort pour choisir ses serviteurs et non pas ses dominateurs. Dans une véritable démocratie, les mandats doivent être courts et limités. Et enfin, une véritable démocratie doit organiser des contre-pouvoirs efficaces. La société libérale. Une société humaine parfaitement organisée n'est jamais à l'abri d'un libéralisme outrancier. On les appelle les raideurs. Ce sont des spéculateurs, sans foi ni loi, qui à l'aide d'une corruption tous azimuts s'emparent, par la force, des biens d'autrui. Ils falsifient des documents et interviennent auprès des personnes, en les expulsant. Ils utilisent les vides juridiques, pour manipuler, intimider, faire du chantage et assassiner si nécessaire. Il s'agit, dans tous les cas, d'opérations frauduleuses et criminelles. Tous les secteurs économiques sont touchés. Cela va du simple particulier qui est jeté à la rue, alors qu'il est propriétaire de son logement. Il s'attaque également aux commerçants, en les expropriant de leurs magasins. Il n'hésite pas à s'attaquer aux industriels. Par le fait, ils parviennent à corrompre tout le monde, aucune police, ni magistrature, ni gouvernant politique ne s'oppose à eux. Plusieurs dizaines de milliers de raids sont effectués chaque année. La peur, face à ces raideurs, est permanente, car tout un chacun qui possède, même peu, peut être l'objet de leurs attaques totalement illégales. Tous les niveaux de la société sont à risque. Il n'y a plus aucune sécurité, au niveau du droit. Comment ces crapules opèrent-elles? Il faut bien comprendre que pour qu'une telle réalité puisse s'installer, il est indispensable que l'oligarchie dirigeante d'un État soit lui-même impliquée. C'est un système féodal qui dirige, en coulisses. Le système mafieux est impliqué à tous les niveaux compétents. Ce sont des mafieux qui établissent les règles du droit qu'ils imposent. C'est tout le système économique étatique qui corrompt, et est corrompu. Pour pouvoir exproprier, à grande ampleur, le système des raideurs est parfaitement rodé. Il suffit que des fonctionnaires, très haut placés, agissant, conséquence, dans les services de police, de douane, du fisc et qu'ils soient mis en action.
Des hauts responsables bancaires sont aussi dans le système, pour établir des faux documents de prêts non honorés. Si, par mégarde, une victime cherchait à se défendre, un procureur, lui aussi, appartenant au système, rédigera un chef d'inculpation, justifiant une mise en détention immédiate. Du côté des banques et concernant les entreprises, leur astuce est simple et efficace. Elles octroient un prêt de développement à une entreprise, puis elles en dénoncent le crédit, avant son terme, en exigeant le remboursement immédiat du solde. Si l'entreprise ne peut payer, elle tombe irrémédiablement dans le piège. Les documents d'octroi avaient préalablement enfermé des clauses précises qui permettent aux banques de saisir l'entreprise. Quelques entrepreneurs chanceux s'évadent vers l'étranger, les autres pourrissent dans les prisons. Des oligarques, des régimes précédents, sont eux aussi des cibles préférentielles. Il suffit donc que des pressions soient exercées, au bon endroit, pour qu'il n'y ait plus de droit. Les États qui fonctionnent ainsi sont généralement dotés de grandes réserves de matières premières ou de sources d'énergie naturelle. Les États voisins qui continuent à entretenir des relations normales avec ces systèmes étatiques mafieux savent pourtant le risque que leur hypocrisie cynique fait courir à leurs citoyens. En réalité, tous les pays savent que de tels régimes peuvent s'installer n'importe où et surtout en Europe, puisqu'ailleurs, c'est déjà fait. À titre d'exemple, l'ancienne RD a fonctionné ainsi. Une erreur stratégique. Le peuple islandais a contraint son gouvernement au complet à la démission. Les banques à l'origine du désastre économique islandais ont été nationalisées. Le peuple a également décidé que les dettes qui avaient été contractées par la cupidité des dirigeants de ces banques, auprès des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne, ne seraient jamais remboursées. Une assemblée populaire a été diligentée, afin de réécrire la constitution du pays. C'est une révolution pacifique d'un peuple, envers les représentants irresponsables du pouvoir. La plupart des responsables des banques incriminés, directeurs et cadres supérieurs, ont été mis en prison. Mais certains d'entre eux sont quand même parvenus à quitter le pays, avant d'être inquiétés. Le peuple a refusé de payer la dette, qui lui était impartie, à la suite de la faillite de l'État islandais. Le référendum populaire organisé a recueilli 93% de « non » au remboursement de la dette. Les moyens d'information du monde entier sont restés totalement muets à cet égard. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre. Après la